Bonjour et bienvenue pour cette 6e édition de Global Industrie 360. Alors pour démarrer, nous aurons un échange avec Alexandre Sobo, le président de France Industrie. Nous parlerons du marché, mais également des élections présidentielles. Puis nous aurons un débat sur l'intelligence artificielle avec une question fondamentale. Quel avenir pour l'intelligence artificielle dans l'industrie? Et ensuite, nous terminerons par une visite 360 sur un site de production électronique, la société Alliances, secteur stratégique s'il en est dans la période actuelle. Allez, direction France Industrie. Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors depuis notre dernière rencontre, les chiffres 2021 sont un petit peu tombés. J'ai regardé sur votre site, il y a quelques chiffres, j'étais étonné par une courbe. Il y a des courbes sur la croissance et la production industrielle, une sorte de V. Et on a un V qui est très resserré fin 2019, un trou en 2020, et puis 2021, on a l'impression qu'on a repris. Alors que la courbe de 2018 était quand même beaucoup plus large. Est-ce que ça veut dire qu'on est sorti, ça y est, on est sorti de cette crise sanitaire et on reprend vraiment à la fin de 2019 et puis on continue 2022? Écoutez, si on regarde la production industrielle et l'activité de tous nos adhérents, oui, aujourd'hui, ça va bien. Alors, il y a des différences, il y a des points qui restent fragiles. On pense à l'aéronautique qui est en redémarrage, mais avec quand même des impacts sur le transport aérien. On a évidemment l'automobile avec tous les sujets de la transition écologique, de la nouvelle façon de se déplacer qui ont des impacts. Mais quand on agrège tout ça entre les plus et les moins, on a effectivement retrouvé une activité qui est à des niveaux équivalents à ce qu'on avait avant la crise et des perspectives qui sont bonnes. Donc s'il n'y avait pas d'autre crise? Alors voilà, tout ça évidemment, c'est avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et tout le rebond des incertitudes autour notamment des sujets énergie, prix de l'énergie, disponibilité de l'énergie et puis toutes les chaînes de valeur qui sont affectées par la dépendance à un certain nombre de matériaux métaux critiques fournis par l'URSS, par la Russie. Oui, ça veut dire qu'on garde encore ces problèmes qu'on avait à l'époque, c'était il y a quelques mois, d'approvisionnement, que ce soit, alors là peut-être pas les composants, mais là c'est sur l'énergie, on a encore des volatilités, des choses qui bougent, quoi. Dans cette phase de reprise et compte tenu de la violence de la perturbation de la crise sanitaire, il restait avant même ce déclenchement des points de tension, des difficultés. On parle beaucoup des composants électroniques, mais ce n'est pas les seuls. Et c'est clair que cette crise en Ukraine va venir renforcer le niveau d'incertitude, les points de tension, et avec des conséquences qui peuvent être tout à fait significatives en termes de capacité à fournir. Donc, on peut être à l'aube d'une crise de l'offre qui n'est pas du tout négligeable. Alors on va essayer d'oublier ces côtés négatifs, de profiter en fait de l'expérience de ces 2 ans, quand même assez compliqué. J'ai vu que pour les élections présidentielles, vous avez sorti un petit document avec 3 volets. Mais vous démarrez quand même assez fort, Vous nous annoncez que la France est devenue l'économie la plus désindustrialisée du G7 avec les Royaumes-Unis. Ça veut dire que la barre elle est toujours aussi haute, en fait. Encore une fois, on a stabilisé la situation depuis 4-5 ans, mais ça vient après une vingtaine d'années de déclin, pendant lequel l'indifférence à la désindustrialisation, ses conséquences économiques et sociales étaient finalement largement occultées. Il y a eu une prise de conscience avec le rapport gallois, renforcé sous ce quinquennat, renforcé encore par la crise sanitaire. Et finalement, la crise en Ukraine va de nouveau souligner l'importance de l'industrie, la question de l'autonomie stratégique, les points de dépendance, la nécessité d'avoir des fournisseurs qui viennent de différentes régions du monde pour tout ce qui est important pour notre activité industrielle. Et donc derrière, la satisfaction des besoins de nos concitoyens, parce que finalement c'est quand même ça qui est important, capacité à se déplacer, à se nourrir, à satisfaire ses besoins importants ou plus secondaires. On est au cœur d'une problématique qui n'a pas disparu, loin s'en faut. Vous avez 3 volets, donc premier volet c'est la souveraineté, la compétitivité. Là vous n'y allez pas par 4 chemins, vous proposez une baisse des impôts de production, enfin des impôts peut-être pas que de production d'ailleurs, de 35 milliards. Non, on a toujours dans l'industrie cette même préoccupation. On a fait le choix d'une économie ouverte dans laquelle les conditions de concurrence avec nos grands voisins européens sont finalement assez équivalentes en termes de protection, d'accès au marché, de savoir-faire et de technologie. Et donc on dit juste que pour que l'industrie française s'en sorte durablement et puisse reprendre le chemin de la croissance, il faut qu'elle soit dans le même environnement économique et fiscal que ses grands voisins. Donc les 35 milliards dont on parle, c'est juste ramener les impôts de production payés par les entreprises françaises dans la moyenne européenne. Alors, il se trouve qu'on en paye entre 70 et 80, là où la moyenne européenne c'est plutôt 35-40. Donc on retrouve bien cet écart de 35 milliards, mais on n'a jamais demandé autre chose que d'avoir des règles
fiscale équivalente à celle de nos grands voisins avec qui on est en concurrence tous les jours, qui sont sur tous les marchés européens, qui sont dans ce grand marché. Ça veut dire qu'avec 35 milliards, on arrive vraiment au même niveau que tout le monde? On est dans la moyenne européenne. Ensuite, on est encore 3 fois plus élevé que les Allemands qui, dans ce domaine, ont un point de compétitivité particulier. Mais j'allais dire, déjà dans la moyenne européenne, on doit être capable de retrouver un poids de l'industrie dans le PIB qui va revenir dans la moyenne européenne. Ça fait déjà passer de 13 à 16 ou 17, ça fait déjà du chemin. Alors, le deuxième volet que vous mettez en avant, c'est la transition écologique et numérique. Est-ce que déjà sur la transition écologique, on a une idée de la position, de la place de la France en Europe sur la décarbonation par exemple? On a d'énormes atouts. On a une électricité avec le nucléaire et l'hydraulique qui est largement décarbonée. On a une réglementation, alors on s'en est parfois plaint, mais qui est toujours au niveau standard le plus élevé de ce que demandent les pays européens, qui fait qu'on a une efficience dans ce domaine qui là aussi est plutôt en avance sur le reste de l'Europe. Donc au moment de remplir des objectifs de décarbonation, on est plutôt en avance. Maintenant, il ne faut pas se tromper. La décarbonation de l'industrie, c'est 2 grands paquets. C'est l'électrification directe ou indirecte d'un certain nombre de procédés. Et puis, c'est tout ce qui est les sources alternatives d'énergie autour de la biomasse, pour donner un grand chapitre. Donc, de toute façon, décarboner l'économie française et en particulier l'industrie française, c'est plus d'électricité décarbonée. D'où l'importance des sujets relance du programme nucléaire, développement des énergies renouvelables, tous ces sujets qui vont participer de la décarbonation de l'économie. Pour donner un exemple à l'inverse, mettre une voiture électrique dans un pays qui fournit son électricité avec du charbon, ça décarbone rien du tout. Donc ça pose plein de questions sur la bonne façon de le faire, sur les bons indicateurs. Et c'est autour de ça qu'on veut continuer à travailler. Il y a des dispositifs qui existent sur la décarbonation par France Relance. C'est des choses qu'il faut continuer, qu'il faut... Alors, bien sûr, une fois qu'on a fait ce constat, on fait un deuxième constat qui est finalement décarboner, on sait faire, mais on ne faisait pas carboner pour le plaisir. On faisait carboner parce que c'était le plus efficace et le moins cher. Et dans une économie ouverte, quand les voisins, qu'ils soient européens ou même américains ou chinois, font carboner pas cher, celui qui fait décarboner cher, il reste rarement très longtemps sur un marché. Donc, toute la problématique d'une partie de la décarbonation de France Relance et du chantier de décarbonation de France 2030, c'est de se doter des outils pour accompagner les entreprises européennes et françaises qui veulent faire un effort, qui veulent avancer sur ce chantier sans les fragiliser. Donc, soutien à l'investissement, soutien au coût de production pour faire en sorte qu'on baisse par ce soutien le prix du décarboné et qu'une entreprise qui se projette dans ce domaine, en tout cas dans la période où il n'est pas compétitif compte tenu de la technologie, ne soit pas sortie du marché. Alors le dernier aspect que vous mettez dans ce deuxième volet, c'est le côté sanctuarisation du crédit impôt recherche. Est-ce qu'il y a un risque là-dessus? Parce que quand je l'ai vu noter, j'étais assez étonné, je pensais que c'était quelque chose d'acquis. C'est à la fois quelque chose d'acquis, puisque depuis son doublement ou son triplement sous Nicolas Sarkozy, il a effectivement été relativement stable. Mais tous les ans, on s'offre un débat au Parlement avec des tas de propositions d'ajustement, de réduction, de plafonnement, qui forcément inquiètent les acteurs qui, non pas qui y sont, quand vous êtes là, vous profitez du dispositif, puis si on l'ajuste, mais de tous ceux qui intègrent ce dispositif dans leur décision de venir. Et donc, par nature, caler un choix d'investissement et de localisation en matière de R&D sur un dispositif qui peut être remis en cause dans 2 ans, c'est forcément décourager les gens qui pourraient y penser. Et c'est d'autant moins pertinent qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'idée est bonne et qu'elle est tellement bonne qu'elle est copiée par un certain nombre de voisins. Les Allemands réfléchissent à un dispositif équivalent, les Anglais ont fait pareil. On voit bien qu'autour de cette incitation à l'innovation, de ce soutien à l'innovation, il y a une préoccupation qui gagne. Donc y toucher, ce serait vraiment catastrophique parce qu'il ne faut pas se tromper. L'industrie de demain, c'est l'industrie autour de l'innovation, des nouvelles solutions, du numérique, des nouvelles technologies pour décarboner, de l'intelligence artificielle et tous ces sujets. Donc derrière tout ça, il y a des ingénieurs, il y a de la recherche, il y a de l'intelligence collective. C'est ça qui fera la force de notre industrie demain et qui nous donnera une chance de réindustrialiser le pays. C'est pour ça que vous proposez, parce qu'on vient de parler d'énergie, on vient de parler de recherche, on a parlé d'industrie,
Puis vous proposez un grand ministère en fait, qui regroupe industrie, énergie et recherche, c'est bien ça. En fait, c'est ça la conclusion, il faudrait un seul gros ministère là-dessus et quelque part déconnecté de l'économie. C'est surtout se dire que la préoccupation de l'innovation, la préoccupation de l'énergie sont tellement liées à la réussite du chantier réindustrialisation que si on les laisse séparer, au moment de prendre les décisions, ce sera plus lourd, plus long, plus compliqué, d'autant plus que certains de ces chantiers sont aussi soumis là où ils sont, je pense à l'énergie, avec toute la problématique environnement, climat. On l'a vu ces 15 dernières années, depuis que la direction de l'énergie est partie dans un grand ministère de la transition écologique. La préoccupation volume, capacité à faire a été passée un peu au second plan. Et la crise énergétique qu'on a connue cet hiver et qui est encore renforcée par la crise ukrainienne nous montre à quel point avoir une politique énergétique qui intègre aussi la dimension capacité à produire et capacité à produire pilotable et décarboné est clé dans la réussite d'un plan de réindustrialisation. Et sur l'innovation, c'est pareil. Il y a de l'innovation, il y a de la recherche fondamentale, le CNRS, tout ça est très bien dans un grand ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Toute la partie appliquée, il y a beaucoup de choses qui sont là aussi au cœur des besoins de l'industrie, de notre capacité à être demain encore meilleur et reprendre toute notre place en Europe et dans le monde. Et c'est vrai que mettre tout ça dans un même grand ministère qui est l'ensemble des leviers qui puisse assurer une bonne coordination, ça ne peut qu'augmenter nos chances de réussir notre grande politique de réindustrialisation et faire entrer la France dans l'industrie du XXIe siècle. On va suivre ça de près parce que c'est, je ne vais pas dire un serpent de mer, mais ça avait été déjà proposé aux élections précédentes et puis il n'y a pas eu forcément d'effet. Mais le troisième volet que vous citez, c'est le défi du capital humain. Alors on a déjà parlé compétences la dernière fois, on ne va peut-être pas en reparler. Par contre, sur le côté partenaires sociaux, est-ce qu'aujourd'hui on parle plus qu'il y a 10 ans ou 20 ans? Est-ce que là-dessus on a évolué? En tout cas, je pense qu'il y a une prise de conscience que ce sujet est fondamental et que le développement des compétences, c'est à la fois aujourd'hui le premier moteur de l'ascenseur social, c'est-à-dire c'est parce que vous allez acquérir de nouvelles compétences, vous allez pouvoir progresser. Pendant les 30 glorieuses, j'allais dire, la croissance économique permettait à tout le monde de voir sa situation s'améliorer. On voit bien qu'on est revenu avec une croissance potentielle qui est entre 1 et 2%, qui est finalement pas très éloignée de la croissance de la population. Donc, toutes choses égales par ailleurs, pour progresser dans son niveau de vie, sa reconnaissance et tout ce à quoi les gens sont attachés, c'est par l'acquisition de nouvelles compétences qu'on va y arriver. Et en plus, ça correspond à l'évolution de la société, à l'évolution du monde et au choix qu'on peut faire en France et en Europe d'aller vers l'innovation. Et donc, on retrouve une formidable cohérence entre, je pense, ce qui peut être des aspirations individuelles et des aspirations collectives de réindustrialiser, d'ancrer les emplois dans les territoires, de lutter contre ces fractures sociales et territoriales qui ont fait pas mal de dégâts ces dernières années. Donc, il y a finalement un assez bon alignement. Maintenant, il faut que tout le monde prenne conscience que pour le réussir, il y a un formidable investissement. C'est ne pas sacrifier les maths dans le secondaire, c'est donner envie aux jeunes filles de faire des études scientifiques et de venir dans l'industrie, parce que c'est de l'intelligence, c'est de la ressource supplémentaire. On a besoin que tout le monde se mobilise autour de ces grands objectifs, parce que le pire qui pourrait nous arriver, c'est on a les industriels qui ont les idées, on a rétabli la compétitivité, on a trouvé les bons outils de soutien qu'on a construits ensemble, et au moment où tout ça marche et où l'activité décolle, on ne trouve plus les hommes et les femmes pour le mettre en œuvre, que ce soit au niveau de l'innovation, au niveau de la production, ça serait quand même terrible. Donc il faut absolument que ce chantier soit au cœur de l'agenda, avec 2 grands morceaux. Pour les industriels, bien définir les besoins, parce que c'est des chantiers 3, 4, 5 ans, évidemment. Hein. Quand il s'agit de former un ingénieur, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts en 3 mois. Hein. On le sait tous. Donc, une vraie vision prospective de ce que peuvent être les besoins à 3 à 5 ans d'un côté, et puis un vrai travail ou de lâcher prise ou d'accompagnement de l'État pour qu'on soit pleinement à même de réagir et d'adapter l'outil, les volumes et les contenus aux besoins qu'on aura identifiés sans être obligé de passer des mois et des mois de palabres avec tel ministère, telle direction, qui veut être sûr qu'on a raison, qui va ralentir les processus
dans ce qui est un grand charme de la France. Son administration est très compétente et veut bien faire, mais elle est quand même lourde, tatillonne. Et donc, voilà, dans ces périodes où tout change, de la réactivité, de la proximité, de l'autonomie pour les partenaires sociaux et pour les industriels, c'est fondamental si on veut réussir. Bon, écoutez, j'espère que ces 3 volets seront retenus par les différents candidats. On peut quand même noter qu'on parle beaucoup d'industrialisation. Je crois que ils sont tous d'accord. 100% des candidats en parlent. Ouais, 100% des candidats en ont fait un sujet prioritaire de leur programme. Alors pas tous avec les mêmes réponses, mais en tout cas en termes de préoccupation, on doit constater que notre travail, la crise sanitaire, les difficultés énergétiques participent de la prise de conscience qu'il faut absolument faire quelque chose. Et il faut s'en réjouir. Hein. Tout à fait, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas il y a 10 ans, ni même il y a 5 ans. Bon, écoutez, cet échange, en fait, se passe toujours avant un débat. Hein. Cette fois-ci, on va parler d'intelligence artificielle. Et quelque chose qui ressort beaucoup, c'est tout ce qui est intelligence artificielle de confiance. En fait, avoir confiance dans l'intelligence artificielle, parce que sans confiance, il n'y a pas de marché. C'est quelque chose que vous ressentez, vous, sur le terrain? Quand on parle de ce que l'industrie se transforme, l'intelligence artificielle est un des moteurs et un des éléments importants de ces transformations. Et donc, derrière l'intelligence artificielle, il y a la gestion des données, il y a la compilation, le traitement, les machine learning, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont autour de la donnée. Donc, pour que ça ait de la valeur, il faut qu'on ait suffisamment de données. Donc, il est évident que sans données, ce que ça peut produire en matière de connaissance des clients, de connaissance des défauts des machines, et tous les schémas d'amélioration qu'on peut mettre autour de ça ne seront pas au rendez-vous. Mais en même temps, quand on parle de données techniques, à la limite, bon, l'industriel qui consolide ses données techniques, il a surtout comme préoccupation qu'elles n'arrivent pas chez le concurrent. Donc il y a un sujet de protection au sens de ce que ça ne traîne pas partout. Ouais. Mais quand on parle des citoyens, on a un vrai sujet de qui a accès aux données, pourquoi faire. On avait la RGPD, on a plein de préoccupations autour de où sont ces données, qui peut y avoir accès et qu'est-ce qu'on veut en faire. Je pense qu'il ne faut pas occulter le fait que si on n'arrive pas à gérer ça correctement, on va avoir un sujet de société de confiance. On voit un peu ce qui se passe dans certains pays asiatiques où on n'est quand même pas loin de la surveillance sociale. Je pense comme vous, Guy, très attaché à notre liberté et progresser dans la gestion des données, faire mieux pour nos concitoyens, analyser sur la santé, qui est malade, dans quelles conditions, c'est des choses qui vont nous faire progresser et il faut pouvoir le faire. Mais l'idée que n'importe qui puisse savoir qui est malade ou comment, ou que nos données à un moment se retrouvent individuellement mises à disposition de gens, ça peut légitimement inquiéter. Donc l'idée de bâtir autour de tout ça des règles pour assurer une forme d'IA de confiance, on a parlé de cloud de confiance, de cloud souverain, tout ça, ça participe de la même préoccupation. Comment est-ce qu'on ne se prive pas d'une formidable source de progrès, mais qu'on ne le fait pas au détriment de la liberté individuelle? Voilà, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Donc on a un manifeste de 16 grandes entreprises françaises qui sont très impliquées dans « il faut que ça se développe, mais il faut aussi qu'on protège suffisamment les gens ». Tout ça, évidemment, est soutenu, porté par France Industrie. Tout cet équilibre, il est difficile à trouver. Et puis, on va vite retomber sur les initiatives de la France et de l'UE pour réglementer tout ça. Comment on trouve le bon équilibre entre protection et progrès et initiative, hein, parce que vous savez, quand tout est réglementé, on ne prend pas de risque, mais si on ne prend pas du tout de risque, on ne fait plus rien. Et si on ne fait plus rien, on n'a pas les progrès, et comme les autres vont progresser, c'est celui qui trouve le bon équilibre qui sera le gagnant de la chose. Donc voilà, on va aussi essayer de contribuer, je ne sais pas si c'est modestement, utilement, efficacement, à ce que les réglementations en cours de discussion trouvent ce bon équilibre entre protection de la vie privée, de la liberté finalement de chacun et la capacité qu'on a à faire progresser collectivement la gestion de tout ça pour que l'IA apporte le plus possible ce qu'il peut apporter à la société aujourd'hui. Et on voit plein de domaines où ça peut être formidable. Écoutez, on va suivre ça de près. Je vous invite à suivre ce débat sur l'intelligence artificielle et l'avenir de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Merci Alexandre Souveau. Merci à vous. Bonjour et bienvenue à ce 6e débat de Global Industrie 360. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Un avenir radieux, sans nul doute, mais il reste quelques freins pour une véritable implémentation
de cette intelligence artificielle, notamment celui de la confiance. Alors, pour aborder ce sujet, je reçois 3 invités. Fabien Mongeon, qui est expert leader Artificial Intelligence au sein du groupe Renault. Aurélien Palix, sous-directeur des réseaux et usages numériques à la Direction générale des entreprises, la DGE. Et Issam Taleb, directeur associé chez EY, célèbre aussi société de conseil et d'études. Justement, Issam, je démarre avec vous. Vous avez finalisé une étude il n'y a pas très longtemps avec le secrétariat général pour l'investissement sur le marché de l'IA. Et pour une fois, une étude s'est concentrée sur le marché spécifique de l'industrie et des environnements industriels. Exit l'IA quelque part dans la finance ou la santé, on n'a rien contre, mais c'est bien d'avoir des chiffres sur l'industrie. Peut-être avant de regarder ce qui pêche, on a parlé tout à l'heure de confiance, regardons quelques chiffres. C'est un marché qui représente combien, ça, l'IA dans l'industrie? Alors, l'étude qu'on a menée avec le secrétaire général pour l'investissement en lien avec l'IRT Systemix et un consortium d'industriels était sur un périmètre mondial, le marché de l'IA, évidemment, que l'on va décomposer en fait entre des applications IA, type achat de software, infrastructure ou plateforme, des services, business ou IT, et les hardware, serveurs, puissance de calcul ou stockage. Cela a représenté, selon nos estimations, dans un périmètre monde, près de 230 milliards, et ce, sans compter les frais de personnel, autrement dit des équipes internalisées comme des data scientists. Dans ce marché-là, le segment des applicatifs représente près de 90% du marché, soit environ 200 milliards en 2020. Le marché est en plein essor, avec une croissance prévue, selon nous, encore une fois, à 18-20% par an pour atteindre plus de 450 milliards en 2024. Ceci dit, et vous imaginez bien, c'est un chiffre qu'on qualifie de directionnel, c'est-à-dire estimatif, puisqu'il est très difficile d'apporter une vision précise de ce marché pour plusieurs raisons. La première, c'est que la notion d'IA n'est pas abordée similairement dans les entreprises. Elle englobe des fonctions, des méthodes, des outils différents selon les organisations et leur niveau de maturité sur le sujet. Automatisation de process, machine learning, parfois intégré ou non. Et deuxième vecteur, j'allais dire, de biais, c'est qu'à le dire quand on parle d'IA, les budgets IA sont ventilés entre R&D, IT et dépenses opérationnelles dans la direction de métier. Donc, il a fallu aussi chercher à recomposer tout cela et avoir une vue agrégée. Peut-être un dernier point pour finir à cette question, et j'aurais dû commencer par ça quelque part, c'est de vous donner la définition de l'IA telle que nous l'avons collectivement retenue pour l'étude. Donc, l'IA, c'est bien ce qui regroupe l'ensemble des méthodes visant à faire effectuer par des ordinateurs ou des machines des tâches nécessitant normalement l'intelligence humaine. Donc, c'est bien de cela dont on parle, et ce qui permettra tout à l'heure aussi d'intégrer la notion de confiance sur laquelle on reviendra. Alors, ce chiffre, il est comment dire, un peu, c'est difficile de retrouver un petit peu ces petits. Les industriels, ils en ont fait quoi dans ces 230 milliards? Ils ont industrialisé des solutions ou ils en sont encore à faire des POC, des proof of concept? Alors, c'est une très belle question. Encore une fois, c'est très hétérogène. Les investissements, et on parle bien d'investissements, restent très fragmentés. Donc, les budgets IA sont souvent localisés et éparpillés dans les métiers. Autrement dit, à la maille de grands groupes industriels, évidemment qu'il y a énormément d'initiatives qui foisonnent, à la maille des pays, des BU et des départements. De ce qu'on constate, nous, c'est que ça se limite bien souvent aujourd'hui à des expérimentations, donc proof of concept, donc POC, d'applicatifs. Selon nos estimations, seuls 10 à 15% des industriels ont réussi à industrialiser des solutions à base d'IA. 30 à 40% se limitent à ces POC, et le reste, ce qui est assez intéressant en fait, à retenir au-delà du chiffre, le reste ne sait pas précisément cartographier les cas d'usage mis en production. Du coup, plusieurs problématiques sont soulevées derrière ces chiffres. 1, la difficulté d'obtention de données de qualité. 2, l'incertitude des dirigeants à pouvoir capturer le ROI de ces investissements. Et 3, le cadre juridique qui ne recouvre pas l'ensemble de la question de la responsabilité. Puisque finalement, comme ça encore au stade d'expérimentation, on ne va pas jusqu'à questionner la responsabilité de l'IA. Est-ce qu'il y a des secteurs industriels
qui vont plus vite que d'autres? Vous avez parlé de répartition qui sont encore faibles par rapport au chiffre d'affaires des entreprises. Ça se répartit comment en fonction des secteurs? Il y a des disparités importantes? Aujourd'hui, on estime que l'investissement représente entre 0,5 pardon, et 1% du chiffre d'affaires, donc évidemment moyennisé. Et là, c'est une moyenne non pondérée. Donc, du coup, si je fais un peu plus de pondération, évidemment, tous les secteurs ne sont pas au même niveau. Nous, on s'est concentré sur un certain nombre de secteurs industriels, même si vous allez voir, parfois, ce n'est pas très industriel. Nous avons dedans l'automobile, la santé, oil and gas, énergie et utilities, banque, assurance. Et en fait, vous allez voir que, selon nous en tout cas, l'industrie automobile, les sciences de la vie ou la santé consacrent près de 0,8-0,9% de leur chiffre d'affaires dans de tels projets. D'autres industries, alors là, celui-là était un peu à l'écart, distribution ou industrie des biens de consommation sont plutôt à 0,5. Et dans tous ces budgets, les achats de techno, software, services ou hardware, et dépenses opérationnelles courantes pèsent plus de 70 à 75% de ce budget global, tandis que les frais de personnel, c'est plutôt 25 à 30%. Est-ce que les cas d'usage les plus fréquents en fonction des marchés, ce sont les mêmes ou Alors, ils sont très variables. C'est vraiment très variable. Il faut distinguer les natures des technologies utilisées versus les cas d'usage qui peuvent être très distincts. Typiquement, on va retrouver des applications cross-secteur sur les technologies similaires d'interprétation du langage, par exemple, ou de la reconnaissance d'images, ou de la clusterisation de données à but prédictif. En revanche, on va retrouver des cas d'usage avec des verticales bien distinctes. Pour vous donner quelques grandes poches budgétaires et quelques cas d'usage intéressants, Fabien est mieux placé que moi pour en parler, évidemment, mais dans l'industrie automobile, la performance industrielle et les cas d'usage Industrie 4.0 arrivent en tête, suivi d'une pénétration croissante des nouveaux services liés aux mobilités connectées, maintenance et gestion de flotte de véhicules, associés à une meilleure connaissance client via de l'IA embarquée dans le véhicule. Dans l'aéronautique, on va retrouver l'importance du maintien en condition de la flotte et le passage, long et coûteux, des certifications qualité qui en font en fait des cas d'usage de maintenance prédictive et de contrôle qualité en priorité. Ce qui ne dispense pas les acteurs en fait, d'investir dans des programmes type single pilote ou avion autonome. Banque et assurance, avec le poids de la conformité, cela contraint les entreprises à automatiser et à innover pour lutter contre la fraude, le blanchiment ou détecter des anomalies et des brèches de cybersécurité. D'ailleurs, la cybersécurité, on l'a considérée comme un use case assez transversal finalement. Dans l'énergie, et particulièrement les sites nucléaires ou pétrochimiques, les acteurs investissent beaucoup dans le déploiement de solutions permettant de sécuriser les sites, reconnaissance d'images par satellite, suivi continu de la performance, de digitaliser et optimiser les opérations à distance, car situées dans des zones reculées. Et enfin, dans les sciences et la santé, et ces derniers mois en ont été la parfaite illustration, les laboratoires capitalisent sur des solutions IA pour accélérer la mise sur le marché de molécules performantes, travaillant sur des combinaisons moléculaires, la recherche de biomarqueurs par exemple, ou exploitant les données de performance des ventes et de suivi de patients pour optimiser les molécules, donc les fameuses cohortes et les grands jeux de données. Et la pharmacovigilance devient un sujet majeur aussi de demain sur lesquels on retrouve des cas d'usage IA. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir fait ce premier état des lieux. On s'aperçoit que c'est quand même assez complexe parce qu'en fonction des marchés, on a des applications différentes. On est dans une émulation intéressante. Aurélien Palix, je me tourne vers vous. Comme je disais, vous êtes sous-directeur des réseaux usage numérique au sein de la DGE. On entre dans une deuxième phase du plan stratégique IA qui a été lancé par le gouvernement. Vous allez nous en dire quelques mots sur ces objectifs. Et en fait, c'est quoi? C'est une accélération de la phase précédente avec des développements peut-être plus techno, plus de solutions. Comment ça se précise? Oui, en fait, c'est exactement ça. Peut-être donc la première phase de la stratégie était vraiment très axée recherche. Comment essayer de placer la recherche française à la pointe de l'IA.
Donc, on a eu pas mal d'avancées avec la structuration de certains pôles d'excellence, donc les fameux 3 IA, les instituts interdisciplinaires en intelligence artificielle, avec 4 grands pôles qui ont été identifiés et composés. On a aussi développé le supercalculateur pour pouvoir utiliser des données et pouvoir entraîner des modèles. Là, l'objectif de cette deuxième phase, c'est de redonner une impulsion. Alors, bien entendu, toujours en essayant de faire des efforts en recherche, mais aussi de déployer un réel volet économique sur l'IA avec 2 aspects. Un premier aspect, c'est vraiment essayer de développer sur certains secteurs qui nous paraissent stratégiques des acteurs de premier plan. En sachant qu'on a identifié 2 marchés sur lesquels les acteurs français ont vraiment de quoi se positionner. On a vraiment probablement une place de leadership à prendre au niveau mondial. Donc, c'est à savoir l'IA embarquée d'une part et l'IA de confiance d'autre part. Et puis, on a aussi un enjeu de déployer l'intelligence artificielle dans l'économie au travers de finalement, comme le disait Issam, il y a eu beaucoup de POC qui sont déployés. Maintenant, il faut, qui ont été mises en place. Maintenant, il faut vraiment déployer à grande échelle. Donc, essayer d'accompagner les entreprises à adapter leur process et à intégrer de l'intelligence artificielle est bien évidemment un enjeu important sur la formation, parce que forcément, si on n'a pas les talents formés, on ne pourra pas faire cette grande vague de déploiement. Ça veut dire que à vous écouter, c'est destiné à quel public? On a l'impression que vous touchez tous les publics quelque part, le client final, les développeurs, les startups, les groupes déjà installés. Vous répartissez un petit peu comment? C'est ça. L'idée, en fait, c'est vraiment de toucher tout le monde. Donc, par exemple, sur les 2 secteurs sur lesquels on veut se positionner en leadership, l'idée, c'est vraiment d'aider et d'accompagner l'ensemble des acteurs, de la start-up au grand groupe, en passant bien évidemment par les PME, les ETI, et idéalement de les faire travailler ensemble sur des projets collectifs. Sur les enjeux de déploiement de l'IA, bon, on sait que les grands groupes sont déjà quand même assez avancés. Je pense que Fabien pourra y revenir dessus sur, par exemple, Renault qui est déjà bien avancé. Donc, on a des grands groupes qui sont très dynamiques, notamment dans le manifeste, et qui sont déjà avancés. On pense qu'il y a un effort, en tout cas, nous, l'État, on doit mettre un petit peu plus l'effort pour l'accompagnement des PME et des ETI pour qu'elles mettre le pied à l'étrier, puisque c'est peut-être celles qui auront un peu moins facilement tendance à se tourner vers l'IA parce que ça peut leur paraître très loin, très abstrait, et puis elles verront peut-être pas forcément le ROI tout de suite. Est-ce qu'on peut parler de projets concrets qui a eu lieu, par exemple, dans la phase 1? Est-ce que vous avez un projet qui vous vient en tête qu'on pourrait peut-être évoquer pour voir la façon dont ça se concrétise, enfin, derrière? Oui, bien sûr. Alors, je disais qu'il y avait eu un gros volet, enfin, c'était très recherche, mais il y avait quand même eu quelques petites actions économiques. On a fait des actions sur la mutualisation de données pour vraiment essayer de voir, de participer au niveau d'une filière à la mutualisation de données, notamment dans l'agriculture. On a mis en place le Hack Data Hub, dans la logistique aussi. Et ensuite, on a aussi financé des projets. Alors, je pense à un projet qui s'appelle AIDA qui visait à automatiser la production industrielle. On a aussi eu des projets dans la santé, sur le criblage thérapeutique, ou encore un projet avec Valeo sur le développement de modules de puissance dans le secteur automobile. Donc, on a quelques projets. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller encore plus loin et de mettre encore plus de moyens sur le sujet avec cette deuxième phase. Alors, je ne sais pas si c'est une question pour vous ou pour Issam quelque part, mais cet écosystème de l'IA, il n'est pas trop atomisé aujourd'hui. Il va se restructurer. Qu'est-ce qu'il faudrait? Comment ça va se passer? Bon, comme le disait à l'instant Aurélien, c'est qu'en fait, on est vraiment dans une démarche, notamment en France, d'accélération, de renforcement, d'investissement. Et quelque part, quand on regarde la partie plus marché, secteur privé, business, comme tout marché qui se structure, le marché de l'IA est aujourd'hui fragmenté. Et la valeur captée par un grand nombre d'acteurs sur toute la chaîne de valeur, elle est captée en fait de manière très sporadique, très fragmentée. On retrouve des fournisseurs de technologies d'applications, de services, de plateformes, de bases de données, ou encore même des fournisseurs de puissance de calcul ou de stockage. Tous, en fait, captent une partie de la valeur. C'est pas encore consolidé et extrêmement bien structuré. On observe une transition rapide de un modèle ultra capitalistique de course à l'équipement, déjà, stockage de données, serveurs, puissance de calcul, qui auparavant captait une grande partie de la valeur
vers un modèle aujourd'hui plutôt de service clé en main, permettant d'apporter des réponses à un nombre grandissant de problématiques métiers. Et donc là, on voit effectivement foisonner un certain nombre de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs. Et les acteurs du modèle 1, donc ceux qui étaient plutôt sur la partie stockage, serveur, puissance de calcul, plutôt hardware notamment, qui maîtrisent quelque part le cœur de la machine, sont en train aujourd'hui de remonter la chaîne de développement, la chaîne de valeur, et développent de nouvelles offres de support au développement de composants IA. Donc, ils vont s'adjoindre de services type design, méthode ou capacité à faire même. Voire même, et peut-être on en parlera tout à l'heure, des librairies d'algorithmes adossées à leurs actifs et dédiées à des cas d'usage génériques et industrialisables. Et donc là, on voit effectivement arriver un nouveau business model qui est en train d'émerger, quelque part plus combiné et qui structure le marché un petit peu différemment. D'accord. Aurélien, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour parler des PME, parce que ça me paraît quand même important, PME, ETI. On va peut-être passer la parole à Fabien Mongeon et à un grand groupe utilisateur d'IA. On a déjà parlé, le groupe Renault. Alors, vous êtes en quelque sorte le patron d'intelligence artificielle dans le groupe Renault. Depuis l'annonce du plan stratégique du nouveau CEO, Luca De Meo, l'IA et les data, visiblement, prennent une importance majeure. C'est ce qu'on appelle, j'ai vu, la Renaulution. Pour vous, c'est quoi ça, un changement important, un changement de business model? Vous devenez fournisseur de services, de valeurs. C'est vrai qu'on a du mal à visualiser. La Renaulution, pour nous, c'est un plan stratégique en 3 étapes. Les 2 premières étapes qui sont là pour nous remettre en selle. Au départ, sur la gestion des coûts fixes et variables, c'est la résurrection. L'arrivée d'une nouvelle gamme véhicule, c'est la phase de rénovation. Donc là, on est en train de voir les premiers véhicules qui sont présentés. Et la dernière étape, Renaulution, qui est un pivotage du modèle d'affaires pour intégrer de plus en plus la notion de service, des services de mobilité, des services d'énergie, des services digitaux, dans lesquels en fait la voiture est un vecteur soit de mobilité, soit d'énergie, soit de données pour connaître les infrastructures. Donc c'est ce qui finalement guide pour nous aujourd'hui toute l'évolution de la techno. C'est pas simplement une techno support, c'est aussi une techno qui va commencer à arriver dans l'offre produit-service. Alors c'est vrai que je me suis posé des questions en regardant un petit peu votre travail. J'ai vu que vous étiez en charge de l'IA pour la production, pour la supply chain, pour la mobilité des véhicules, pour la vente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les silos, à l'époque, on a fait sauter les silos au sein de la production d'une entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les silos entre production, utilisation, tout ça, ça a totalement sauté. Comment vous gérez l'IA là-dessus? C'est-à-dire que l'utilisation du véhicule est liée avec sa production. Enfin, ça paraît fou, quoi. Alors, on est dans le challenge là, mais on est au cœur du sujet. On est bien finalement avec ces technologies. On a la capacité d'acquérir de la donnée, de bâtir des algorithmes prédictifs, prescriptifs, cognitifs qui vont impacter en fait toutes les anciennes fonctions de l'entreprise. Donc aujourd'hui, l'entreprise est encore organisée avec ses grandes fonctions. Chaque fonction, donc que ce soit l'usine, que ce soit l'utilisation de la voiture, eh bien, sont générateurs de données et consommateurs de données et d'algorithmes. Et aujourd'hui, donc on a quelque part plusieurs axes pour travailler les enjeux data et IA pour désiloter les fonctions. Donc le premier, j'ai commencé à l'évoquer, mais c'est l'enrichissement d'expériences de mobilité, que ce soit dans la voiture, sur la conduite ou les services connectés, que ce soit un peu au-delà de la voiture pour faire de la maintenance, de l'interaction avec l'infrastructure. Et tout ça, quelque part, c'est le véhicule, le constructeur automobile augmenté, qui a plus de capacité, qui comprend mieux ce qui se passe. Toute cette masse de données, elle revient vers toutes les fonctions. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase où les données arrivent et elles doivent être exploitées. Donc, on est en train d'apprendre à les gérer, on est en train d'apprendre à les remettre dans nos processus de conception pour comprendre comment les clients utilisent en vrai le véhicule. Et c'est une source d'information qui est vraiment très, très riche. Jusque-là, en caricaturant, on a conçu des véhicules en imaginant comment les utilisateurs, les usagers, les conducteurs les utilisaient. Aujourd'hui, on est capable de les concevoir en le sachant en vrai, voilà, en ayant l'usage réel. Donc avant, on avait une idée de ce qui se passait, aujourd'hui, on a vraiment la donnée réelle. Donc ça, c'est le premier axe. Après, on a un énorme enjeu là-dessus qui est lié à la décarbonation et à l'utilisation de l'IA pour vraiment améliorer la performance environnementale au sens large. Donc, on a beaucoup d'expérimentations dans les usines
mais ça nécessite aussi d'avoir une conception qui soit propre pour le faire. Et le dernier sujet, qui est aussi un sujet transverse où on fait sauter un nombre pour met en place des algorithmes pour améliorer sa façon de travailler. Voilà, donc, c'est les 3 grands axes, vraiment offre, produit, service, décarbonation et transformation digitale. Et ça, en fait, vous confirmez ce que vous nous disiez il y a quelques années sur les salons Global Industry ou Smart Industry. Dans les conférences, Renaud nous parlait de l'importance de standards comme PCUA et autres. En fait, vous nous prouvez que l'IA sans les données, ça marche pas. Et en fait, il faut descendre, aller chercher les données jusqu'au bout. Et est-ce que vous avez quelques chiffres pour situer un petit peu cette quantité de données? J'ai un peu peur. Alors, tout à fait. Là, pour vous donner des idées, donc effectivement, les endroits où aujourd'hui, les environnements dans lesquels on collecte le plus de données, c'est nos usines, puisque finalement, on peut les équiper comme on veut. Donc, on a mis en place toute une stratégie de standards, de protocoles de communication, de remontée de la donnée, ce qui nous permet d'y accéder à l'échelle. Simplement sur les grands chiffres qui structurent la génération, les sources de données pour un groupe comme Renault, c'est environ 40 usines. 6 000 fournisseurs de rang 1 du point de vue de la logistique, 65 millions de clients. Donc, pour certains qui ont un véhicule connecté, on a environ entre 1 et 2 millions de véhicules qui sont connectés, qui remontent de la donnée, et 15 000 concessionnaires qui, eux aussi, dans la boucle après-vente, nous remontent des données. Donc ça, quelque part, c'est le terrain de jeu avec lequel on peut travailler. Et avec lequel on va travailler dans les années qui viennent. Et effectivement, aujourd'hui, dans les différents types d'IA, l'IA sans data, c'est ça qui fait vraiment la rupture aujourd'hui. Si je suis votre réflexion au début, vous parlez du véhicule connecté, quelque part, vous ne vendez plus une voiture, vous vendez un capteur roulant, je ne sais pas si on peut le traduire comme ça, qui récupère de la donnée, et ça veut dire que vous allez la commercialiser à qui, cette donnée? C'est presque votre business, j'exagère, hein, mais... Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Je ne parlerai pas tout de suite de commercialisation, mais j'utiliserai le terme valorisation, puisqu'on a plusieurs champs. Autour de la même donnée, on va pouvoir faire un service pour le conducteur. Je peux avoir, par exemple, une donnée qui me permet, je vais prendre un exemple, ce sera plus simple, des données qui sont liées finalement à du stationnement ou du parking. On peut vous proposer un service connecté qui va vous guider, qui va vous aider peut-être à réserver un parking avec une recharge électrique. Et donc, c'est un service qu'on va rendre à la personne qui conduit le véhicule. La même donnée pourrait intéresser des opérateurs privés de parking. Elle intéresse également les agglomérations pour être capable de mettre en place des politiques de stationnement adaptées aux usages réels, encore une fois, à partir des connectés. Donc, la même donnée, en fait, elle a plusieurs champs de valorisation. Et selon les canaux, elle va se commercialiser de façon différente. Donc, la donnée effectivement du véhicule connecté, c'est une donnée qui est après multi-usage. Et les grands champs, c'est les champs classiques, encore une fois, de l'utilisateur de véhicules automobiles, mais également les personnes qui sont autour du véhicule. Ça peut être l'infrastructure, voire les gens qui mettent en place les politiques de la ville ou les politiques des territoires. Écoutez, merci. On va suivre la révolution de près. On va peut-être parler, Aurélien, à nouveau des PME, parce que là, je voulais quand même qu'on situe ce que font les grands groupes. Et bon, les grands groupes, quelque part, c'est suivi par, vous avez parlé des sous-traitants, hein, des suppliers, et puis derrière, on va avoir d'autres sous-traitants. Enfin, moi, c'est toute une chaîne, donc il va falloir que toutes les PME s'y mettent. Qu'est-ce que vous avez prévu? Je ne sais pas, peut-être en termes de budget, en termes de PME aidées, la procédure, qu'est-ce qui est prévu au niveau de la DGE pour toutes ces PME ETI, que vous avez dit tout à l'heure un petit peu? Alors, on va avoir un grand dispositif qui est financé dans le cadre de la stratégie IA, qui sera financé à hauteur de 25 millions, donc c'est à peu près 5 millions par an. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner à terme à peu près 4 à 500 PME et ETI dans l'adoption de l'IA dans leur processus de production. Alors, on sera sur des entreprises quand même qui ont une certaine taille. Et donc, l'objectif, c'est de les prendre et de les accompagner, peu importe leur degré de maturité. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir un dispositif qui va vraiment du début, à savoir identifier directement avec l'entreprise, faire un diagnostic pour identifier quels sont ses besoins et finalement quelles sont les solutions d'IA qui sont les plus pertinentes au vu de son activité. Mais on pourra aussi accompagner des entreprises qui ont déjà une idée un peu plus précise de ce qu'elles veulent faire. Et donc, on pourra accompagner en ingénierie
donc via des consultants et avec nos partenaires, notamment de BPI France, donc pour définir le projet et ensuite accompagner non seulement sa mise en œuvre, mais aussi accompagner les équipes via la formation, parce que ce sera important. Les métiers risquent de changer, et donc ce qui est important, c'est aussi d'assurer cette formation. Donc, ce sera un dispositif qui sera ouvert à des PME et des ETI, tous secteurs confondus, donc pas uniquement industrie, mais bon, on pense qu'une bonne majorité seront du secteur industriel. Et actuellement, on est en train de faire en fait le tour des régions puisque certaines régions ont déjà mis en place des dispositifs de ce type-là, et donc pour qu'on puisse articuler au mieux et qu'il n'y ait pas de doublons en fait, que tout soit bien mis en musique de la manière la plus optimale. Donc, si je résume, c'est 400 PME ou ETI en fait pour les accompagner de diagnostic, etc. Ça veut dire, et vous parliez pas mal de formation, ça veut dire qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est que dans une solution d'IA, si on n'intègre pas la formation, les compétences, ça ne peut pas marcher, c'est ça? Oui, on pense que il y a vraiment un gros enjeu, il y a vraiment un gros enjeu là-dessus. Enfin, je laisserai peut-être Issam rebondir puisqu'il connaît très bien le sujet. Mais effectivement, on pense qu'il y a vraiment un enjeu de formation, non seulement initiale, mais aussi continue, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont voir leur métier transformé. Et donc, on aura un gros enjeu là-dessus. Et dans France 2030, il y a des choses prévues justement sur cette ambition IA pour la France? Alors oui, c'est même quasiment la moitié des objectifs. On a 700 millions d'euros qui vont aller sur ce sujet-là. L'objectif, c'est donc essayer de développer un petit peu de formation continue, c'est de doubler la formation initiale, donc en termes de nombre de diplômes, pas uniquement master et doctorat, mais aussi des diplômes de type licence, BTS, parce que c'est aussi dans des métiers parfois plus techniques il faudra aussi intégrer des parts d'IA. Et puis l'objectif, ce sera de renforcer encore plus. Je parlais tout à l'heure des 4 pôles d'excellence en IA qu'on a créés là dans le cadre de la première phase. Et l'objectif, c'est de renforcer encore plus leurs moyens pour avoir vraiment des établissements de premier rang mondial en IA. D'accord. Juste une dernière question qui sort un peu du champ, enfin qui est importante, c'est que sur Global Industry, et on faire de la promotion pour Global Industry, le salon qui a lieu au mois de mai prochain, il y aura pour la première fois un village IA. En fait, vous voulez montrer que l'intelligence artificielle, c'est du concret, c'est pas de la science-fiction. Exactement. Alors ça, c'est des actions qui vont dans le même sens. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais du dispositif d'accompagnement des 400 entreprises. Là, pour le coup, on va vraiment financer leur projet. Mais il y a aussi un enjeu vraiment de sensibilisation, de vulgarisation autour de l'IA pour montrer justement aux entreprises que c'est pas de la science-fiction, que ça peut vraiment s'appliquer à leur business model, que ça peut leur apporter un retour sur investissement rapide, que ce soit en termes de maintenance prédictive, d'utilisation de l'IA pour la maintenance prédictive, mise en place de jumeaux numériques pour optimiser les chaînes de production. Enfin, il y a plein de choses qui paraissent peut-être un peu abstraites encore aujourd'hui, mais l'idée vraiment, c'est justement de faire un espace dédié dans Global Industry avec des offreurs de solutions IA pour qu'ils puissent montrer aux entreprises que l'IA peut vraiment leur apporter des choses concrètes. Alors, Issam, je me retourne vers vous. Formation, peut-être un petit mot, si vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet, et puis on va passer quand même sur le thème de la confiance. Oui, très, très rapidement, en fait, de manière générale, ce qu'on constate, c'est que les entreprises s'approprient ces sujets petit à petit et enclenchent des programmes de formation pour des équipes techniques, des activités d'acculturation pour les métiers et de manière dérivée sur certaines thématiques comme les biais de la donnée, la gestion des risques éthiques. Et je pense que c'est important aussi de faire le lien avec la notion de confiance qu'on va sans doute aborder dans la discussion. En fait, la notion d'IA de confiance aujourd'hui est très peu représentée en tant que telle. Et d'ailleurs, c'est un frein majeur à l'adoption de l'IA dans l'industrie. Donc, du coup, tout ce qui relève de la sensibilisation du management à l'IA est extrêmement important. Ça reste très hétérogène. Environ un tiers des entreprises ont mis en place une charte et défini une vision pour le déploiement de l'IA. Et on constate en fait que ces chartes viennent souvent d'une impulsion qui vient du haut, avec la définition d'une gouvernance, d'une feuille de route, de principes d'utilisation, avant d'être déclinées dans des formations aux collaborateurs. Donc, il y a bien une logique de culture quelque part interne d'entreprise qu'il faut d'abord insuffler avant d'aller jusqu'à la formation. Oui, alors vous en parlez, le deuxième frein, en fait, c'est la confiance. Oui. Confiance dans l'IA. Je vois, Fabien, vous oubliez. Oui, j'aurais voulu juste rajouter un point peut-être sur la formation pour partager ce point-là qui me semble crucial en partageant l'expérience de Renault. Finalement, ce dont on se rend compte de manière très schématique, c'est qu'on a besoin de former des acteurs techniques
donc une population technique qui va de l'ingénieur au technicien. Et je pense que là, les mouvements vers le fait de former des gens à Bac+2, Bac+3 sont très intéressants parce que on va avoir des systèmes IA déployés et on va avoir besoin de gens qui ont la compréhension et la technicité pour avoir le technicien de maintenance d'un système IA. Voilà, ce sont des métiers qui vont émerger qu'on n'a pas encore, comme les techniciens informatiques. Donc ça prend la population jusqu'à ce niveau-là. Donc les couches hautes data scientists sont identifiées, les couches plutôt de techniciens sont à construire. Et en parallèle, il y a vraiment, au-delà de la culture, il y a à faire comprendre à l'intérieur des entreprises finalement quels sont les clients de ces populations techniques. Donc on a, au-delà de l'acculturation, toute une série de programmes qui se mettent en œuvre pour que finalement les 95% de la population d'entreprises qui ne sont pas des spécialistes d'IA soient en demande au bon niveau en termes d'exigence, de compréhension, de faisabilité de ce qui peut se faire. Écoutez, merci, c'est intéressant de ce côté formation. On a déjà fait un débat au dernier Global Industry 360 sur la formation et les compétences. On voit qu'il y a un véritable problème là-dessus. Deuxième problème, quand même, j'y reviens, c'est la confiance, parce que confiance dans l'IA, visiblement, c'est une difficulté, c'est savoir ce qu'on achète, c'est la transparence. Et puis, s'il n'y a pas de confiance dans un marché, il n'y a pas de marché. Donc, comment ça se règle? En fait, c'est quoi cette confiance, Issam? C'est comprendre ce que l'on achète, savoir être sûr que ce qu'on a acheté est correct, c'est ça? On ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est ça? Alors, c'est une notion sur laquelle, d'ailleurs, nous avons travaillé avec le SGPI et l'IRT et des acteurs du consortium, notamment Renault avec Fabien. En fait, et Aurélien le disait tout à l'heure, c'est quand même un volet très important de cette stratégie nationale française, cette notion d'IA de confiance. Alors, je prends juste 2 secondes pour essayer de poser les bons termes. On appelle intelligence artificielle digne de confiance une intelligence artificielle qui répond à des exigences sociétales, éthiques et techniques au sens du projet de réglementation AI Act de la Commission européenne d'avril 2021. Vous avez raison de dire qu'un consommateur, un citoyen a besoin de confiance pour son acte de consommation, son inscription pour ses enfants, par exemple, en admission post-bac, etc. Parce qu'il y a des algorithmes qui traitent de décisions, mais la notion de confiance, dans le cas présent, et notamment dans le monde industriel, est bien réglementée, ou en tout cas en cours de réglementation, puisque le AI Act d'avril 2021 donne des recommandations, mais le règlement européen n'est pas encore promulgué. Ça, c'est un point important, parce que du coup, tout le travail fait dans le secteur industriel français s'inscrit dans cette dynamique réglementaire européenne. Les critères sont explicites de ce règlement européen en cours de promulgation et d'adoption, et se fondent sur une approche par niveau de risque selon la nature du cas d'usage. On ne qualifiera pas la confiance de manière identique pour une caméra embarquée versus une IA appliquée à un processus comptable. D'ailleurs, Fabien parlait de différents cas d'usage tout à l'heure, et on voit bien que les niveaux de confiance et les niveaux de risque ne sont pas les mêmes. Niveau de risque, que ce soit au niveau safety, sécuritaire, pour un véhicule autonome par exemple, ou un risque business, comme on disait à l'instant, sur certains processus typiquement financiers ou marketing ou de maintenance ou autres. Donc, en synthèse, il y a 6 critères principaux qui doivent être cochés pour qualifier une IA comme digne de confiance. Mise en place d'un système de gestion de risque, gérer les débords, l'entraînement des algorithmes avec des données enrichies et de qualité, donc limiter les biais et enrichir les bases de données, de la documentation technique détaillée et conservation des versions ou registres de données, la transparence du fonctionnement vis-à-vis des utilisateurs, c'est un peu le point que vous mentionniez tout à l'heure, donc documentation et explicabilité des résultats, la surveillance humaine, et enfin, la robustesse, précision et sécurité, donc des tests réguliers et suivi de performance des biais et des outputs. Les industriels sont aujourd'hui à la table des discussions et des négociations européennes pour co-construire ces nouveaux piliers avec les régulateurs. Et on s'attend donc à une réglementation européenne dans les prochains mois ou peut-être prochaines années. On va peut-être faire un tour là-dessus avec Aurélien ensuite, mais là, vous me faites peur, vous écoutez
vous écoutez, moi je suis une PME, une ETI, oh là, comment je fais? Pour savoir si ce que j'ai acheté, je peux lui faire confiance. Quelque part, j'appuie sur le bouton, je suis sûr que ça marche, ou plutôt l'intelligence artificielle me fait savoir qu'il n'y a pas de souci. Oui, vous avez raison. En fait, les startups, PME ou ETI ont toute leur place en fait dans cet écosystème. D'ailleurs, ils occupent un rôle central pour continuer de faire évoluer le nombre de cas d'usage, les types de cas d'usage et les modalités de production et de R&D d'ailleurs. Donc la question qu'on peut appeler de make, buy, partner ou les modalités de travail entre les industriels et les fournisseurs, PME, start-up ou autres, sont aujourd'hui en train d'évoluer justement. On observe un mouvement de consolidation ou de rapprochement entre PME et notamment des PME qui ont une technologie disruptive et des acteurs historiques industriels. Et je pense que dans le monde de l'automobile, c'est très vrai, ou de l'aéronautique également, qui sont capables d'intégrer et d'industrialiser avec eux des jeux de données pour développer des IA plus robustes et plus dignes de confiance. Aurélien, là-dessus, vous allez, j'imagine, vous suivez ça de très près. En fait, on est vraiment sur un sujet qui est traité de manière plutôt européenne que nationale. On en est où? Combien de temps ça va prendre, ces obligations au niveau européen? Oui, mais je confirme, on est en plein dedans. Comme le disait Issam, donc, le projet de règlement européen là, a été publié par la Commission en avril dernier. Donc du coup, la DGE pilote la négociation pilote la négociation de ce texte actuellement dans le cadre de la présidence française, et puis de manière générale, à partir de juin, on continuera de participer. Alors non pas en tant que président de l'Union, mais on continuera d'avancer. L'objectif, effectivement, c'est de réussir à faire que ce projet de règlement puisse donner confiance, tout simplement, aux utilisateurs. Alors aux utilisateurs entreprises, mais aussi et surtout aux citoyens, parce qu'il y a aussi beaucoup, quand on parle d'IA de confiance, il y a aussi beaucoup d'enjeux d'utilisation de l'IA. Enfin, Issam en parlait typiquement sur la mission post-bac ou les processus de recrutement qui font de plus en plus de recours à l'algorithme. Il faudrait pas à des algorithmes, il faudrait pas que les choses soient biaisées, donc il faut bien que les gens aient confiance. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui doit se faire au niveau européen. Notre objectif, nous, côté DGE, c'est bien évidemment de faire quelque chose qui soit suffisamment sécurisant pour les utilisateurs, mais qui soit pas non plus un frein à l'innovation. Ça, c'est vraiment important. Et donc, typiquement, c'est d'assurer aussi quand même une certaine flexibilité, enfin des obligations pour assurer des algorithmes qui soient bien transparents et de qualité, mais peut-être des obligations un peu moins fortes pour des acteurs très innovants, mettre en place des dispositifs de bac à sable réglementaires pour faire des expérimentations, pour justement renforcer un petit peu l'innovation. Et puis, il y a un autre sujet, là, on essaie de traiter, je pense, au niveau plus français, justement dans le cadre de la stratégie nationale, c'est vraiment d'essayer de positionner des acteurs, donc indépendamment du règlement et du cadre réglementaire, c'est de positionner des acteurs industriels sur l'IA de confiance, donc qui prennent en compte ces données avant même que le règlement entre en vigueur, puisque le règlement donc, a été proposé par la Commission en avril dernier. Là, il y a des discussions, mais si on atterrit sur un texte d'ici 2023-2024, ce sera vraiment très bien. Enfin, c'est des textes qui sont vraiment très, très structurants, à l'image du RGPD, par exemple. Donc, ils prennent énormément de temps et de discussion au niveau européen. Ça peut être un moyen de freiner en fait les expansions européennes, parce que ça sera ne pourront rentrer en Europe que des IA qui vont être conformes à ce travail. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'assurer une certaine protection de nos consommateurs. Et puis, en fait, l'idée, c'est potentiellement un peu comme le RGPD, c'est-à-dire qu'au début, les GAFAM étaient vraiment vent debout contre ces obligations, et puis finalement, tout le monde s'y est conformé. Et finalement, on se retrouve avec un marché qui, au final, permet d'avoir quand même un certain degré de respect de la gestion des données personnelles par l'ensemble des acteurs. Et donc, on espère que sur l'IA, ce sera un petit peu la même chose. Et donc, bien évidemment, l'idée, c'est quand même pour nous de mettre en avant le plus possible des acteurs européens grâce à ça. D'accord. Fabien Montgeon, pour vous, Renaud, c'est un sujet qui vous parle, cette problématique de confiance quand vous contrôlez vos soudures, vous voulez savoir à quel moment l'IA sait qu'elle ne sait pas, c'est ça peut savoir. Ça, alors peut-être juste pour revenir sur le débat précédent, parce que du coup le challenge pour nous, c'est qu'on est du coup un secteur qui est déjà réglementé, qui a déjà du coup besoin de confiance pour toute une série d'opérations
que ce soit le contrôle qualité de pièces sécuritaires, que ce soit pour la mise sur le marché d'un produit et son homologation. Donc, on a déjà toute une série de réglementations fonctionnelles qui, fort heureusement, voilà, cadrent les enjeux de sécurité, de qualité, de robustesse des produits et des services. Donc, nous, on s'inscrit totalement dans cette lignée-là. On intègre une nouvelle technologie et cette nouvelle technologie, eh ben, elle doit avoir les mêmes exigences d'un point de vue sécurité, robustesse, maîtrise par nous-mêmes et nos sous-traitants pour que ça se fasse correctement. Donc, on est effectivement dans toutes ces discussions pour comprendre et adapter éventuellement les spécificités liées à nos réglementations. Mais voilà, nous, on n'est pas effectivement, voilà, quand on met une technologie dans le véhicule, on n'a pas un biais de genre ou un biais de géographie quand on déploie la technologie. On sait où elle va s'adapter, on sait où elle va se mettre. Donc, je ne parle pas du véhicule autonome qui est un sujet en tant que tel, mais pour ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on va faire dans les années qui viennent jusqu'au terme Renaulution dont je parlais, pour nous, le challenge, c'est d'intégrer du coup et de maîtriser cette technologie vis-à-vis de réglementations et des exigences déjà existantes en adaptant à la marge ce qui se passe. Et donc, vous avez donné l'exemple des pièces sécuritaires, des soudures. C'est typiquement des choses où voilà, l'IA en termes de technologie nous permet de faire du contrôle qualité. Ce sont des technologies qui ont prouvé qu'elles étaient plus performantes quand on la contrôle et quand elle les supervise par rapport à de la maîtrise statistique des procédés industriels classiques. Maintenant, même quand on a ça, on a besoin de comprendre et d'interpréter quand elle ne fonctionne pas. Il faut qu'elle puisse le dire et que nos opérateurs ne soient pas biaisés et dévoyés par les résultats d'IA. Voilà, donc ça, c'est le challenge technologique qu'on a dans certains aspects. Donc ça peut être le contrôle qualité, certains contrôles de robustesse dans les usines. Ok, bon, on a bien compris cette problématique de confiance quand même dans l'outil qu'on installe. On arrive à la fin de nos échanges. Je reste avec vous, Fabien. J'ai noté une annonce récente qui n'a pas de lien direct, enfin vous allez me dire, c'est Software République. Oui. C'est un petit peu comme un groupe de rock, là, mais visiblement, vous réunissez Orange, Dassault Systèmes, Atos. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Tout à fait. Bah, écoutez, du coup, c'est une belle image, un groupe de rock. C'est un groupe de rock avec 6 mammouths du CAC 40. Donc, on va essayer de voir ce qu'on fait dans les pogos. Mais donc, c'est un écosystème du coup qu'on a bâti pour aborder les enjeux de la mobilité de manière transversale et horizontale. Donc, on ne cherche pas à faire une intégration verticale comme un fameux constructeur américain qui prendrait toutes les parts. Nous, on essaye finalement d'aborder les enjeux de la mobilité avec une vue système pour se dire, voilà, on va avoir une contribution notable sur l'évolution de la mobilité par le software. Et le software, c'est le software embarqué, c'est le software débarqué, c'est le jumeau numérique, c'est les infrastructures telco. C'est ça qui va nous permettre finalement de changer à la fois la planification, l'orchestration et l'interaction avec tous les usagers de la mobilité. Donc, Software Public, c'est un groupe qui aujourd'hui est bâti sur ces 6 acteurs du CAC 40 et qui construit des projets de manière la plus agile possible, justement avec des startups, avec des instituts de recherche, pour adresser des problèmes très concrets qui sont posés par soit nos entreprises, soit les clients ou les territoires qu'on veut adresser. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas pour le groupe Renault, mais ça pourrait… Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment un écosystème, donc c'est pas pour le groupe Renault. On n'a pas fait un regroupement d'acteurs du CAC 40 pour servir les intérêts de Renault. Renault y est en tant que évidemment acteur de la mobilité, mais on voit bien qu'il y a d'autres acteurs qui se positionnent. On a Orange qui a des offres mobilité digitale, on a Atos qui propose des plateformes, on a Thales qui vient apporter des aspects confiance, cybersécurité, on a Dassault Systèmes sur le jumeau numérique et ST sur la stack composant. Et c'est tout ça qui va faire qu'on va pouvoir finalement consolider et avoir une approche beaucoup plus holistique qu'un seul acteur qui voudrait tout concentrer chez lui. Voilà, donc c'est ça le challenge. Et évidemment, pour y arriver et aller plus vite, on bénéficie là de l'écosystème de start-up français autour notamment de la data et de l'IA et du digital. Donc c'est là où ça vient recroiser un peu mes sujets qu'on regarde. Pour conclure, je donne la parole à Aurélien Palix, parce que j'imagine qu'à la DGE, il y a toujours des appels à projets en cours. Je crois qu'il y en a un sur l'IA qui se termine au second semestre, qui rappelle peut-être il va concerner qui, je fais comment pour
pour y participer? Quel type de projet est concerné? Oui, très bien. Là, l'appel à projet qui est actuellement ouvert, c'est vraiment, comme je le disais, sur une des deux priorités qu'on a identifiées, donc c'est l'IA embarquée. Donc c'est vraiment pour faire de la maturation technologique et des démonstrations de systèmes d'IA embarqués. Donc avec l'idée, c'est de déployer des collaborations avec les acteurs de l'électronique pour pouvoir faire en sorte que on ait des solutions d'IA qui se fassent directement dans les dispositifs sans forcément passer par le cloud sur les applications d'IA critiques qui nécessitent vraiment de gérer la donnée de manière très rapide ou de manière très confidentielle. Donc là, l'appel à projet est ouvert. Il y a une première relève en janvier, il y en aura une prochaine en juin et une dernière en octobre. Et donc, pour postuler, il suffit d'aller sur le site de la BPI où là, il y a la description justement vraiment de type de projet qu'on attend. Et donc, aussi, les équipes de BPI sont à l'appui pour aider à monter les consortiums et mettre en contact les porteurs de projets. Et puis, dernière petite chose, je me rappelle que, Fabien, j'avais lu quelque part qu'il y avait un consortium sur l'IA de confiance aussi qui existait, c'est ça? Exactement. Donc, on a cité les deux priorités du gouvernement, l'IA embarquée, sur lequel il y a un appel, et l'IA de confiance. Et donc, l'IA de confiance, en fait, c'est du coup une histoire qui a déjà commencé en France à travers un consortium d'industriels et d'académiques pour adresser les problématiques dont on a parlé de manière multisectorielle et multi-applications. Donc, c'est un consortium dans lequel il y a Airbus, Safran, Thales, Renault, Valeo, Soprasteria, Atos et des instituts de recherche, et dans lequel finalement l'objectif c'est de bâtir à la fois une plateforme de solutions logicielles appliquées et testées sur des cas réels industriels pour qu'on avance collectivement sur les méthodes, les process et les outils qui nous permettront de faire l'IA de confiance le plus tôt possible. Écoutez, je vous remercie. D'ailleurs, juste, je crois, Wissam, que j'ai fait une présentation un peu rapide tout à l'heure en disant que c'était EY avec le secrétariat à l'investissement, mais il y a également, je crois, ce consortium, c'est ça, il y a plein d'acteurs qui ont fait ce travail de départ. Oui, absolument. En fait, on a eu le plaisir d'accompagner ce consortium dans ce premier travail de clarification, d'identification et de valorisation de ce marché. Et on a encore le plaisir de les accompagner dans le développement de ce projet confiance.ai que Fabien mentionnait à l'instant. Écoutez, je vous remercie en tout cas tous les trois. Vous avez montré que la France avait plein d'initiatives sur l'intelligence artificielle. Et je rappellerai juste que sur Global Industry, il y aura donc un espace qui est piloté par la DGE sur l'intelligence artificielle. Donc, ce sera l'occasion de s'informer. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Eric Burnotte, bonjour, vous êtes directeur général d'Alliansis. Alors, bonjour. Merci de nous recevoir dans ce haut lieu de l'électronique. Quelque part, j'ai vu en arrivant un gros logo Akai, ça me rappelle l'époque des magnétoscopes, avant les années 2000. Je ne sais pas si les anciens s'en rappellent, mais c'est une longue époque. Effectivement, ça a été un site de fabrication de magnétoscopes, donc du début des années 80 jusqu'à la fin des années 90, où la société Akai, donc filiale de Mitsubishi, assemblait d'abord dans un premier temps des magnétoscopes, puis après les a fabriqués des magnétoscopes et des téléviseurs. Et il y a même certains modèles qui ont été développés sur ce site. Ouais, donc il y a une longue histoire jusqu'à la création d'Alliansis au début des années 2000, si j'ai bonne mémoire. Alors Alliansis a été créé en 2002, et donc on va en mars 2002, et on va fêter les 20 ans dans quelques semaines. Donc vous étiez plutôt, d'ailleurs au début d'Alliansis, c'était la fabrication en grande série de décodeurs. C'était peut-être le premier marché au départ, et puis aujourd'hui vous êtes plutôt sur les petites et moyennes séries, c'est ça? Alors évidemment, l'historique d'Alliansis, c'était effectivement de fabriquer des décodeurs pour différentes marques, ainsi que des produits de télécom, des produits de transmission. Et puis petit à petit, donc on a étendu le nombre de clients, en commençant par la fabrication de produits d'instrumentation. Et puis aujourd'hui, on a une répartition qui se compose de produits industriels, de produits médicaux et de produits pour la défense. Vous avez quelques chiffres, on peut donner en termes de chiffre d'affaires, d'employés? Bien sûr, donc Alliansis, c'est à peu près 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 70 personnes, c'est 26 millions de composants CMS posés l'année dernière,
Et c'est plusieurs centaines de milliers de produits finis en fait, qui sortent ici, puisque contrairement à pas mal de nos confrères, ici on ne fait pas que de la carte électronique. L'évolution fait qu'on va plutôt faire des produits finis. Donc on va constituer les cartes, les tester, les assembler dans les produits, et on va jusqu'à livrer les produits finis pour le compte de nos clients. Donc certains de nos clients ne voient pas leurs produits. Et dans votre processus, en fait, vous démarrez dès le départ, vous participez à l'étude, à l'industrialisation, à la fabrication. Quelles sont les étapes clés pour vous? Alors on a différents types de cas de figure. Si nous avons affaire à des sociétés avec des produits qui sont nouveaux, généralement on essaye de les accompagner. Donc on a quand même ici une grande expérience du développement de produits, mais aussi de l'industrialisation et puis de la commercialisation. Donc on a tout un tas d'outils, de petites procédures et de checklists et de poka-yoke, comme on dit, pour essayer de ne rien oublier et de sortir le produit en temps et en heure au bon prix avec les bonnes caractéristiques. Mais on a aussi des clients qui ont leur propre bureau d'études et qui sont des grands professionnels et qui viennent ici avec des produits qui sont déjà industrialisés, dont on va faire que finalement poser les composants, tester et éventuellement l'assemblage des produits. C'est-à-dire si je suis une start-up, on en parle beaucoup des start-up, j'ai une bonne idée, j'arrive, j'ai conçu quelque chose, je vous demande de le produire, vous dites stop, je vérifie quand même, je valide avec vous parce que... Alors oui, on a eu pas mal de déboires comme beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, on a mis en place des systèmes de filtres qui nous permettent en fait de juger si le produit a un avenir, s'il est techniquement viable ou pas, et si les réseaux de commercialisation qui sont préjugés pour se produire ont une chance de commercialiser ce produit. Donc grosso modo, on ne s'occupe pas forcément que de produit, que de la partie industrielle. Un produit, c'est fait pour être vendu, et si le produit n'est pas vendu, eh bien, on ne va pas s'y retrouver. Je sais que la période Covid, c'est pareil, elle était importante pour vous, parce que vous avez été, le ministre l'a dit il n'y a pas très longtemps, qu'en fait l'électronique, il y avait une continuité assurée en termes d'activité, que c'était une activité essentielle. Vous, je crois que vous avez travaillé sur les respirateurs, mais en fait c'est stratégique l'électronique, on a tendance à l'oublier. Alors l'électronique, c'est une activité qui a été un peu négligée pendant assez longtemps, parce que c'est une activité qui est transverse. On la retrouve absolument partout, dans tous les secteurs d'activité. Et les grands noms de l'électronique tels qu'on a pu les connaître jusqu'à la fin des années 2000, ayant un peu disparu, hein, les Philips, les Thomson, enfin, les Sagem et autres, on a un peu tendance à penser que l'électronique avait disparu en fait, du territoire national. Ce n'est pas vrai, notamment en termes dans le secteur industriel. L'électronique française est encore bien présente. Nous avons dans les 10 premiers au moins 2 acteurs français. Hein, et l'électronique industrielle et française se porte plutôt bien. On est en pleine croissance, on est en plein renouvellement. Un grand nombre de donneurs d'ordre prennent conscience qu'on fabriquait ça de manière un peu automatique dans des pays low cost, dits low cost, mais que ça n'avait pas forcément de sens. Une machine CMS, c'est le même prix partout dans le monde. Et même si la personne qui est devant coûte un peu moins cher, finalement, quand on pense coût global, qu'on intègre les coûts de logistique, les problématiques qui vont avec, et puis éventuellement le besoin en support technique, finalement, l'écart n'est pas si important que ce qu'on pouvait s'imaginer au départ. Ça veut dire que vos objectifs, vos projets 2022, 2023, 2024, c'est une expansion quelque part, parce qu'on parle de réindustrialisation. Vous écoutez, c'est vrai qu'une machine CMS, c'est des investissements très très lourds. Donc à un moment, le calcul, le risque de ne pas avoir les produits, on l'a vu pendant la période Covid, c'est un atout pour vous, quoi. Alors c'est un vrai accélérateur. Un certain nombre de clients avaient déjà pris un peu conscience de ça avant la crise de Covid, mais ça sert d'accélérateur. Donc effectivement, on a des clients qui aujourd'hui ont pris la décision de rapatrier. On a déjà des choses concrètes. Et puis il y a des projets assez importants aujourd'hui où l'électronique sera fabriquée en zone France, en fait. Hein. Pas forcément chez Allianz 6, mais il y a eu une prise de conscience de ce côté-là, oui. Vous arrivez à trouver les gens, du coup, parce que si vous voulez progresser, il faut trouver les compétences. Ça c'est un vaste sujet. Ça suit derrière. Effectivement, c'est souvent assez compliqué, puisque vous savez que l'électronique avait disparu des circuits de formation. On forme toujours des ingénieurs, mais on ne forme plus de BEP, de CAP, de bac pro, et les BTS qui restent ont des noms un peu pompeux, mais ne sont pas forcément adaptés à ce dont on a besoin.
Donc là encore, on a œuvré là-dessus. Donc l'électronique est en train de revenir au programme, le programme 2022, septembre 2022. Donc l'électronique sera de nouveau enseignée autre que juste dans les écoles d'ingénieurs. Et oui, on a des besoins de personnel importants, tout simplement parce que la plupart de nos entreprises ont été créées fin des années 80. On a donc embauché des gens un peu partout, tous ces gens ont à peu près le même âge, et ils rentrent dans des périodes où ils vont partir en retraite. Donc en dehors de l'expansion, il faut déjà renouveler le personnel qui est déjà présent dans les entreprises. Donc ça va être la condition. Donc c'est un sujet important. Autre sujet, je ne voudrais pas terminer sur une note négative avant la visite qu'on attend tous, mais problème de composants, la pénurie des composants, ça vous... Alors, ça c'est aussi un sujet important. Donc on souffre beaucoup de ces pénuries de composants. Le Covid a agi comme un accélérateur, mais les racines du mal étaient déjà ancrées, puisque à la fin des années 2000, ou même au début des années 2000, on a commencé à séparer les grands groupes, j'aime à dire les dépecer. Donc tous ces groupes qui étaient des fabricants de produits finis fabriquaient leurs propres composants. Donc il y avait naturellement, en termes d'investissement, une proportionnalité entre les besoins en produits finis et les investissements. À partir du moment où on a séparé tout ça, on a commencé à étendre la chaîne, la supply chain comme on dit aujourd'hui. Et donc avec ça, on a amené un certain nombre de risques. Et le Covid a agi comme un accélérateur. Et donc aujourd'hui, on comprend bien que quand il y a un pays qui est bloqué à l'autre bout du monde par le Covid, eh bien, il y a des composants qui n'arrivent pas. Et on a des cartes dans lesquelles on a plusieurs centaines, voire des fois plusieurs milliers de composants. Et il suffit qu'on en manque un pour que la production soit bloquée. Il y a des solutions, vous avez des solutions ? Redessiner une partie ou... Certains produits sont redéveloppés. On a des échanges avec certains confrères. On a des circuits de distribution un petit peu parallèles. C'est-à-dire qu'on essaye de racheter des stocks de composants qui peuvent dormir à droite à gauche. Et puis surtout, on discute avec nos fournisseurs pour qu'ils remettent en place des capacités de production supplémentaires et des circuits de distribution qui nous permettent d'être alimentés et de diminuer les risques. Mais tout ça, c'est un travail de longue haleine. Ça va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu'on retrouve une fluidité. Vous n'avez pas de visibilité, forcément. La visibilité, elle est très très courte. Écoutez, aujourd'hui, on pense que cette crise va encore durer de nombreux mois, tout simplement parce que pour construire une usine de composants, il faut à peu près 24 mois. Et puis pour la rendre opérationnelle, il faut 24 mois supplémentaires. Donc même si on prend les décisions maintenant, les effets vont se faire sentir que dans plusieurs années. Et donc ça va encore prendre un peu de temps avant qu'on retrouve une sérénité de ce côté. Bon, on va pas attendre si longtemps. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire la visite. Eh bien, écoutez, on y va. On est sur un site qui est relativement grand, puisqu'il fait 9500 m². Donc on va prendre la visite dans le sens du flux. Ici, il y a à peu près 70 personnes, on a toujours une dizaine d'intérimaires. On travaille en 1/8, mais on travaille de plus en plus souvent aussi en 2/8. Donc là, on rentre. Donc il y a 3 parties dans l'usine. Il y a une partie atelier qui fait à peu près 5000 m² d'un seul tenant. On a mis à peu près 1000 m² de bureau et nous avons à peu près 2500 m² de magasin. Donc nous sommes dans le magasin ici. Donc ici, on va recevoir en fait principalement des matières premières, donc avec les quais qu'on aperçoit au fond là-bas. Et puis on va stocker des produits finis qui sont plus forcément les nôtres, parce que à partir du moment où on les met ici, on les a vendus à nos clients. Et dans un grand nombre de cas, on va assurer la distribution de ces produits qu'on aura fabriqués quelques heures plus tôt. Donc la première chose ici, c'est que donc on est sur les quais, donc on va recevoir ici la marchandise qui va être mise sur les racks qu'on voit ici à droite. Et puis les personnes qui sont derrière vont vérifier que ces produits-là sont bien ceux qu'on a commandés et qui sont conformes à ce qu'on en attend. Quand vous faites des séries, c'est des durées de combien de temps? Alors ici, on fait... De quantité plutôt de alors, séries. Ça va de quelques cartes à quelques milliers de cartes. Donc évidemment, entre les deux, il y a des cartes où il y a quelques dizaines de composants et on a des cartes où il y a plusieurs milliers de composants. Mais la moyenne, c'est en gros 200-300 cartes, quoi. Alors la moyenne est plutôt autour de 500, 600 cartes.
Alors depuis quelques années, la taille des séries grossit, aussi par le fait qu'il y a de plus en plus de clients qui rapatrient et donc ils prennent conscience qu'on peut fabriquer des produits en volume ici en France. Alors on ne peut pas le voir là aujourd'hui, mais on a une activité un peu particulière. On fabrique des espèces de gros potentiomètres pour des moteurs qui font jusqu'à 20 MW. Hein. Donc c'est des matériels qui sont utilisés dans les cimenteries, dans les mines, partout où il faut concasser des matériaux où il y a des gros moteurs électriques. Ces machines étant spécifiques, puisqu'elles sont liées à la taille des moteurs et aussi à la typologie de la charge, une grosse partie des pièces sont fabriquées sur place parce que c'est des machines qui sont uniques, sont fabriquées à la commande. Donc là, on longe le magasin, donc on a une zone dans laquelle on vient faire le tri des déchets. Hein. Tout ce qui rentre ici ressort soit sous forme de produits finis, soit sous forme de déchets. Alors on a assez peu de déchets, ce qui pose un peu de problème parce qu'on est obligé d'attendre d'avoir une quantité certaine pour faire venir des camions. Quand je vois les emballages, ça veut dire que vous envoyez les cartes ou alors il vous arrive des fois de garder la carte et de rajouter d'autres composants pour faire un produit fini, ici, un décodeur, j'allais dire. On fait énormément de produits finis. Hein. Donc j'allais dire l'activité carte électronique est même une activité qui est plutôt en baisse. On fait de plus en plus de produits finis complets et je vous dis on va jusqu'à livrer les clients, quoi. Les clients finaux. Donc là on va rentrer un peu dans le cœur du réacteur, on va rentrer dans la partie insertion automatique. Donc la partie où on va donc poser les composants. Donc ici, on a donc 2 lignes CMS hein, qui travaillent soit en horaire étendu, soit en 2/8. On a à droite une ligne de toute dernière génération parce que les machines, grosso modo, ont entre 2 et 4 ans. Et puis à gauche, on a des machines un peu plus anciennes. Donc ici dans cette pièce, donc on est dans un endroit qui est climatisé, régulé en température et en humidité, puisque les composants électroniques ont 2,5, hein, l'humidité et les décharges électrostatiques. Et donc on va ici vous avez l'intégralité des composants qui sont donc entre guillemets chouchoutés. On respecte les règles de l'art en matière de gestion de l'humidité et de traitement des composants, hein, puisque une fois que les composants, vous voyez que les paquets aluminium, là, une fois qu'on les ouvre, on a entre quelques heures et quelques jours pour utiliser les composants. Si on dépasse ce temps, il faut traiter les composants, retirer l'humidité dedans et les remettre sous vide pour éviter de les détruire quand on va les passer dans les process. Ah, des contraintes importantes. On va regarder d'un peu plus près. Donc on a cette ligne là qui est donc à droite. Donc on commence en fait, première étape étant celle des circuits imprimés. Donc on en aperçoit ici, hein, donc, dans un dépileur automatique. On va venir sur ce circuit imprimé là déposer de la crème abrasée. Hein. Donc la crème abrasée c'est ce qu'il y a dans ces petits pots là. Et donc on va utiliser une machine et des écrans en inox. Donc qui sont des écrans avec plein de petits trous qui vont permettre d'aller déposer la crème abrasée là où on en a besoin. Donc comme on peut le voir sur la carte ici, les parties grises étant la crème abrasée qui a été déposée. Une fois qu'on a déposé cette crème là, donc on arrive devant des machines. Donc c'est des machines multitêtes qui sont en charge d'aller récupérer les composants qu'on voit ici dans les bandes et aller les poser au bon endroit sur les cartes. Il y a une carte qui va arriver. Donc là on va voir la machine entrer en fonction. Donc la première chose qu'elle va faire c'est d'aller charger les composants. Et elle en prend 10 à la fois et donc elle va les déposer sur les cartes au bon endroit. Voilà, donc c'est des machines qui tournent à peu près entre 25 et 30 000 composants à l'heure. Donc il vaut mieux pas se tromper. Donc pour éviter que ça arrive, on a tout un système de codes barres qui sont sur les trolleys, qui sont sur les feeders et sur les bobines. Donc comme on peut le voir ici. Et donc avant de mettre ces machines-là en route, on va vérifier que c'est la bonne bobine au bon endroit sur le bon feeder. Si on n'a pas fait ça, la machine ne peut pas fonctionner. Vous avez devant vous des machines donc de dernière génération, comme je le disais. Ça veut dire que les composants, notamment les feeders, sont posés dans des trolleys. Les trolleys sont amovibles
Et donc ces trolley sont préparés en amont par le jeune homme qu'on voit là-bas derrière. Et donc ça nous permet en fait de faire des changements de série assez rapides. Donc on a une préparation des séries qui sont hors ligne, c'est ce que fait le jeune homme là-bas. Et puis quand cette série-là va être finie, on va venir déconnecter les trolleys, mettre les nouveaux et remettre la ligne en route. Donc on peut faire des changements de série quand on est bien organisé de l'ordre du quart d'heure. D'accord. Donc ici on a la même machine, sauf que cette machine-là n'a que 5 têtes, mais elle est capable de poser des composants plus volumineux et j'allais dire avec des formes géométriques un peu plus complexes. Et derrière on a de quoi prendre des composants qui sont non pas en bobine mais en plateau. La lumière que l'on voit, c'est en fait la caméra, c'est ça qui vérifie? Ouais, alors chaque composant en fait passe devant une caméra pour regarder si le composant est bien positionné avant d'aller le déposer sur la carte. Donc là on a des composants qui sont juste posés, hein, ils ne sont pas brasés. Si on retourne la carte, ils vont se casser la figure. Et puis on a des systèmes de contrôle. Donc là on va aller vérifier que c'est le bon composant au bon endroit, qu'il n'y en a pas de travers. Et puis quand ça va être bon, on va acquitter la carte. Elle va donc rentrer dans le four qui est juste à côté. Donc c'est un four multizone, hein, c'est un four 12 zones. Donc on va petit à petit monter la carte en température, monter les composants en température, activer les flux, désactiver les flux, rentrer les billes de brasure, donc qui sont dans la crème à braser, en phase liquide, hein, autour de 250-260 degrés. Et puis donc là on va faire ce qu'on appelle la refusion. Et puis on va rebaisser en température. Et donc on va récupérer la carte à l'autre bout de la machine. Et ça va être chargé directement dans les racks tels qu'on le voit ici. Alors en termes d'usine 4.0, hein, on a des systèmes de pilotage en fait, hein, comme on peut le voir sur l'écran là. De n'importe où dans l'usine, on peut savoir où on en est, si on en avance, en retard sur une fabrication, quel est le temps qu'on va mettre à fabriquer. Et comme ici on fait beaucoup de produits médicaux, on a besoin de traçabilité. Donc chaque personne a un code barre, c'est ce qu'on peut voir ici. Et puis la température, l'hygrométrie et tous les paramètres sont relevés et donc stockés et associés à l'ordre de fabrication. Il y a un contrôle de chaque carte en sortie ou pas? Alors évidemment, on a tout un système de contrôle. Alors du contrôle visuel, on en a vu tout à l'heure, mais aussi on a des machines. La fonctionnalité de la carte, oui, en fait, c'est. Alors là, on va faire on a des systèmes de contrôle automatiques, hein, qui sont des systèmes de contrôle de vision. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'on a bien tous les composants au bon endroit, qui sont dans le bon sens, et que les brasures sont de bonne qualité. On vient juste de recevoir cette machine-là, il y a quelques semaines qu'elle est là, donc on n'a pas encore eu la possibilité de la mettre en ligne, mais cette machine-là va donc rentrer sur la ligne 2. On a également une autre machine qui est un peu plus ancienne, sur laquelle on fait du contrôle, cette fois-ci unitaire. Et donc on vient aussi vérifier que... Ça veut dire que là, vous la mettez en bout de chaîne, donc toutes les cartes, du coup, vont être contrôlées. Toutes les cartes sont contrôlées. De toute façon, elles le sont toutes, hein, soit de manière manuelle, soit de manière automatique, mais on contrôle toutes les cartes. Alors là, on vient juste contrôler, c'est un contrôle optique. Donc le principe, hein, c'est qu'à l'origine, on a une carte de référence. Sur cette carte-là, elle est réputée bonne. Et donc on va la photographier sur tous les coutures. Puis on va prendre des cartes de production et on va les vérifier par rapport à cette carte de référence, que les cartes qui sortent de production sont bien conformes à ce qu'on attend. Une fois qu'on a fait ça, donc les cartes sont positionnées dans ces racks-là, et puis donc elles vont attendre que des personnes d'autres ateliers viennent les chercher et viennent soit compléter leur implantation avec des composants traversants, soit tout simplement utiliser ces cartes-là dans des produits finis. Elles sont évidemment préalablement testées. Ici, donc, en termes d'usine 4.0, on a pas mal travaillé. Et donc, on a des systèmes en fait, d'écran tactile, comme vous pouvez le voir, qui nous permettent en fait, de gérer la production. Et donc, on a arrêté les grandes réunions. Tous les matins et tous les midis, les gens se réunissent et regardent ce qu'ils ont à fabriquer. Donc, ils connaissent le temps, ils savent si c'est complet, pas complet. Et donc, ça leur permet en fait, de s'organiser au quotidien de façon à alimenter les ateliers qui viennent derrière. Ouais, on voit bien les quantités en plus.
Ah bah, il y a absolument tout, les quantités, qu'est-ce qui reste à fabriquer, le nombre de références, le temps qui est alloué. Et donc on peut coordonner en fait les actions avec cet outil. Donc là on rentre dans l'atelier principal, hein, donc c'est un atelier qui fait plus de 5000 m², qui est d'un seul tenant, dans lequel on va trouver 3 parties. Une partie en fait insertion manuelle avec des outils en fait de brasure. Donc on a soit des vagues, soit un robot, soit une vague sélective. Et donc en fonction de la typologie des cartes, de ces quantités-là, les quantités qu'il y a à produire, on va utiliser cet outil, on va utiliser un de ces outils-là pour arriver à finalement fabriquer la carte dont on a besoin. Une fois qu'on a fait ça, on va passer dans une zone de test. Donc ici, on a des testeurs à sonde mobile, donc avec un testeur tout récent, parce qu'il est arrivé aussi il y a un peu moins d'un mois. Donc voilà, donc là-dessus, on va aller mettre une carte. Il y en a une qui est en cours ici. Et on va aller vérifier que les composants soient au bon endroit, qu'ils ont la bonne valeur. Cette fois-ci, c'est un contrôle électrique, hein. Tout à l'heure, on a fait que des contrôles optiques. Et là, on va donc vérifier électriquement que tout va bien. Et puis, si c'est le cas, la carte va pouvoir être utilisée quelque part ailleurs dans des processus d'assemblage, hein, qui sont... on en a... Ça veut dire que toutes les cartes sont testées électriquement aussi? Alors là, oui, que toutes les cartes sont testées, soit de manière, j'allais dire, par le biais de tests à sonde mobile, soit par le biais de tests plus grande série. Ça, grosso modo, c'est 2 mesures à la seconde. Et ce système-là, c'est à peu près 100 mesures à la seconde. Simplement, là, c'est que du soft. Et là, il y a un outil qu'il faut développer au préalable. Outil qui coûte assez cher parce que ça va entre de quelques milliers d'euros à une dizaine de milliers d'euros. Et évidemment, si on se trompe, eh bien, il faut donc recommencer s'il y a une modification. Donc c'est vraiment réservé aux produits stables et aux grandes séries. Parce que là, vous me parliez de séries de 500 pièces, 1000 pièces. Sur un moment, mais ça veut dire que 3 mois après, on refait une série. Voilà, des séries qu'on va faire de manière régulière. Chaque mois, on va produire un certain nombre de cartes. Donc là, ici, on a la qualité qui est en position centrale dans l'entreprise. On va donc faire des prélèvements dans les fabrications. Et puis aussi, chaque produit va être contrôlé ici avant de pouvoir quitter l'entreprise. Donc maintenant, on va rentrer dans des zones où on va faire de l'intégration de produits, c'est-à-dire les cartes électroniques qu'on va avoir réalisées et testées vont maintenant être intégrées dans des produits. Alors on a des dizaines de produits finis différents qui vont de l'appareil de mesure en passant par les systèmes de contrôle qui peuvent être embarqués dans des poids lourds pour aller vérifier, par exemple dans les camions frigorifiques, on va vérifier que les températures qui règnent dans le camion soient bien conformes à la réglementation. Et puis une dernière zone qui est peut-être la plus importante, qui est une zone dans laquelle on va fabriquer des produits médicaux. Donc il y a différents types de produits, hein. Des produits comme ceux-ci, en fait, qui sont destinés à faire de la prévention de certaines maladies comme le diabète. Et puis au fond là-bas, on va faire le tour, on a des fabrications de défibrillateurs connectés. On va pouvoir voir ça. Donc là, il y a des fabrications en cours. Donc voilà, donc chaque produit, on a fabriqué les cartes, ils ont été testés préalablement. Et donc on va les assembler ici. Chaque produit va être qualifié, testé, et puis on va l'emballer. C'est-à-dire que vous recevez cette partie-là qu'on avait tout à l'heure à l'arrivée, en arrivée de quai, quelque part, de l'extérieur. Là, vous faites le produit fini, vous allez envoyer le produit fini directement au client, presque. Exactement. Donc ces produits-là, une fois qu'ils auront été contrôlés, on va livrer le client du client. Et donc voilà. Donc on a beaucoup de clients qui sont en région parisienne.
Et donc, ce n'est pas forcément utile aujourd'hui d'aller prendre des produits pour les transférer d'un entrepôt à un autre entrepôt. Donc ces produits restent dans nos entrepôts et sont directement expédiés au client final à la demande de notre client. Donc on fait ça pour lui. Oui, c'est pour ça que je m'inquiétais. Voilà, bah écoutez, on a fait à peu près le tour de l'entreprise. Il reste une dernière zone dans laquelle, ici, on fait des produits plutôt grand public. Donc là-bas, vous voyez, au fond, on est en train de faire des tables de cuisson. Et puis là, on attend des containers. On parlait de problématiques de livraison. On attend des containers de Chine. Ici, ce sont des produits sont des défraceurs verticaux. Et donc, on reçoit des produits qui sont préassemblés. Et donc, on vient sur cette ligne-là compléter l'assemblage, vérifier qu'ils soient conformes aux réglementations. Et puis, on va aussi procéder à leur expédition. Et c'est ainsi que s'achève cette 6e édition de Global Industries 360. Alors pour ma part, je vous donne rendez-vous à l'édition physique qui se tiendra du 17 au 20 mai prochain à Villepinte. Pour la prochaine édition de Global Industries 360, ce sera après le salon et après les vacances. Au revoir.